Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Est-ce que c'est fini? C'est la principale question des Togolais ce dimanche au lendemain de la suspension sine die des travaux du dialogue inter-togolais. Est-ce que c'est fini de l'espoir des millions de Togolais du Togo et de la diaspora engagés, qu'ils soient militants et sympathisants de l'opposition ou du pouvoir, dans le processus de normalisation de notre vivre ensemble à travers un dialogue? Ce vendredi 23 février, avant même que le président du Ghana et les invités de l'hôtel de février ne soient à la salle Evala, de nombreux Togolais exprimaient déjà leur crainte de voir le deuxième face-à-face sonner le glas des discussions politiques. Que s'est-il réellement passé au 2 février de Lomé? Gilbert Bahara et sa suite, Jean-Pierre Fabre et les siens vont-ils de sitôt se retrouver? 6 mois après, le 19 août 2017, la crise togolaise amorce lentement la voie qui l'amènera bientôt aux portes de la saison des pluies. Les premières pluies de l'année ont, elles, arrosé le Togo. Les paysans ont lancé les nouveaux chantiers. Le chef de l'État, parti de Lomé 2, a lui donné les coups de pioche juste à côté dans la plaine de Djagblé. Le projet de développement rural va créer 720 emplois, du riz notamment à Djagblé. Le chef de l'État a aussi pensé aux produits pharmaceutiques à Veta voisin. Le mandat social a-t-il définitivement atteint une région jusque-là classée parmi les bons derniers de la classe Togo? À Veta, puis à Djagblé, Fagna Singbe a sans doute vu et constaté l'état de la route Lomé-Vogan en frein. Autour de cette voie, on parle de plusieurs milliards de francs CFA qui seraient totalement enfouis dans le sol. La corruption ne s'est-elle pas chargée du reste? Justement, parlant de corruption, le Togo fait du surplace 117e place au classement de Transparency International. Est-ce une bonne place, une place honorable pour notre pays? La même question presque se retrouve au-dessus du dernier rapport d'Amnesty International. Les droits de l'homme ont probablement des maux de tête. L'usage excessif de la force les ont sans doute rendus malades. Un ministre togolais parle d'activisme débordant. Le dernier rapport serait-il le fruit d'un activisme au moment où la libération des détenus politiques a relancé la question des conditions de détention des manifestants arrêtés au Togo? Notre invité du jour est le député Jean Kissi, secrétaire général du comité d'action pour le renouveau. Les deux numéros de l'émission sont 22 46 19 05 et 96 50 34 37. Notre technicien du jour est Venceslas Boga Koudouyo. Bonne arrivée à Pyramide FM. Merci Pierrot. Comment allez-vous? Je vais bien Pierrot, vous-même? Je vais bien aussi, par la grâce de Dieu, surtout que je reviens de l'église. Ah, très bien, très bien. Alors la grâce de Dieu va nous conduire pendant l'émission. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer vos collègues. Merci. Saluer la direction et tous les autres journalistes pour le travail difficile que vous faites dans des conditions on ne peut plus déplorables, mais c'est à la lumière du pays. Hein, la misère s'est emparée de tout le monde, de vous aussi, de votre métier. Donc je voudrais vous manifester toute mon attention, à vous et puis à toute la presse. Merci pour ces mots aimables à l'endroit de la presse togolaise. Mais il y a une question qui est fondamentale et que tout le monde se pose sans doute actuellement, c'est si c'est fini. C'est fini par rapport au dialogue inter-togolais qui a été ouvert lundi dernier, qui a repris les travaux vendredi. Est-ce que c'est fini? Ils font allusion au dialogue. Non, c'est pas fini. C'est une suspension qui est intervenue. Une suspension, nous avons dit à la fin du communiqué que le président Nana va nous rassembler à une date ultérieure qui n'est pas encore fixée. Vous savez, il a aussi son calendrier et puis un dialogue avec des facilitateurs ou un facilitateur, c'est ça. Il y a des moments, quand ça bloque un peu, il arrête. Il fait des consultations directes, ce qu'on appelle des bilatérales. Il a promis en faire dans les prochains jours qu'il envoie des émissaires ici ou qu'il reçoit chacune des parties protagonistes à Accra. Il a promis le faire et tout ça va se combiner avec son agenda afin qu'on puisse se retrouver à une date, on espère, pas trop loin. Là, vous levez un certain doute qui s'est emparé des Togolais vendredi à la suspension de ces travaux-là. En clair, c'est que le dialogue continue d'une certaine manière. D'une certaine manière, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'à la clôture exactement,
ce qu'il a dit, comme on n'arrive plus à avancer, que personne n'arrive plus à avancer, il suspende la séance du jour et qu'il va nous consulter, il va faire du bilatéral, il pourrait nous inviter à Accra, les différentes délégations, et puis qu'on reprendra une date ultérieure. Voilà, on verra dans un instant ce qui a fait que, visiblement, tout s'était bloqué. Mais il y a eu un débat autour d'une terminologie facilitation ou médiation. En réalité, Nana Akufo-Addo du Ghana était au Togo ou bien au Togo en tant que facilitateur. Je ne sais pas comment on l'explique, la facilitation. En tant que médiateur, je ne sais pas comment on explique la médiation. Vous étiez à la tête de février. Il est qui dans ce qui se passe au Togo? Le Ghana est facilitateur. Officiellement, le Ghana est facilitateur dans le dialogue et donc dans la crise. Facilitateur pour la compréhension générale, c'est qu'en fait, c'est les deux protagonistes qui doivent trouver les compromis. C'est à vous de trouver les compromis. Lui, il essaie de servir d'intermédiaire entre vous pour que vous puissiez arriver à un consensus. Donc voilà, c'est ça la différence. Un médiateur peut imposer une solution. Il peut, après analyse de la situation, imposer une solution et convaincre chacun à cette solution-là. Un facilitateur encourage et accompagne une solution trouvée entre des protagonistes eux-mêmes. Donc, c'est mentionné, il joue le rôle de facilitateur. Qui a décidé cela? Est-ce que c'est les Togolais qui ont décidé qu'il y ait plutôt un facilitateur qu'un médiateur? Et vu que les Togolais ont beaucoup plus de facilité à s'entendre éventuellement, c'est pourquoi? Non, nous n'avons même pas traîné sur cette question. L'essentiel, c'est qu'il y ait des chefs d'État étrangers qui portent l'attention sur la question togolaise et qu'ils veulent nous aider à nous trouver solution. Maintenant, s'il faut commencer à débattre mission de bons offices, facilitateur ou médiateur, vous savez vraiment ce n'est pas notre sujet. Vous savez, nous avons toujours répété au niveau de la coalition que ce n'est pas nous qui sommes allés chercher. Donc ceux qui sont allés chercher savent la terminologie qu'on leur a donnée avant qu'ils ne reviennent avec. Parce que vous vous souvenez de ces débats qu'il y avait eu lorsqu'il devait y avoir une initiative du gouvernement togolais parallèle à ce que les facilitateurs guinéens et ghanéens faisaient déjà. Nous avions dit que ce n'est pas nous qui sommes allés chercher les chefs d'État. Et c'est eux qui sont allés les chercher. À partir du moment où ils sont là, ils ont initié un processus. Il n'était pas question pour nous de sortir de ce processus, rien que par respect. Rien que par respect à ces chefs d'État-là, que par respect à notre peuple et à notre propre personne, il n'était pas question de sortir de ce processus et de rentrer dans un autre processus parallèle. Donc c'est ce schéma qui a continué. C'est lors des travaux préparatoires que nous avons compris finalement que les Ghanéens, le rôle qu'eux-mêmes ont envie de jouer, c'est un rôle de facilitateur. Plusieurs chefs d'État se sont impliqués d'une certaine manière dans ce qui se passe au Togo. On a vu de Béninois et on a entendu le Guinéen, et puis au final c'est le Ghanéen qui est à la manette. Est-ce que cela veut dire que actuellement et exclusivement ce sont les Ghanéens qui sont aux commandes de cette facilitation? Alors, la réponse qui nous avait été donnée lorsque nous avions nous-mêmes posé la question dès le mois de décembre, si je ne me trompe déjà, sur la médiation, la facilitation ou en tout cas les appuis étrangers qui viennent nous aider, la réponse qui nous a été donnée, c'est que le président Alpha Condé intervient pour nous aider à régler les mesures d'accompagnement et que lorsque le dialogue proprement dit va commencer, ce que les Anglais appellent the main dialogue, lorsque ça va commencer, que le Ghana prend la relève, c'est comme ça. Et le Bénin et le Burkina, c'est lors du sommet de la CEDEAO où nous avons appris qu'il a été dit qu'ils accompagnent le président ghanéen. En fait, c'est comme ça que le message est venu, qu'ils appuient. En fait, le Ghana, c'est lui qui joue avec nous, mais que le Ghana est un pays limitrophe comme les deux autres pays. Et comme c'est aussi des pays limitrophes, naturellement, ils sont touchés par notre crise. Rien que les réfugiés qui partent, quand ils partent, ils vont sur un territoire. Ils vont soit au Bénin, ils vont soit au Ghana ou soit au Burkina. Donc, à cet effet, il leur a été demandé aussi d'appuyer le Ghana dans les efforts qu'il est en train de faire ici. Et on ne nous a pas dit que cet appui ou cet accompagnement est exclu. Je crois qu'il est toujours de mise. Il y a eu deux dates ou deux journées assez intéressantes cette semaine au Togo. Il y a eu d'abord la journée de lundi et puis la journée de vendredi. Vendredi où visiblement tout s'était bloqué. Que s'est-il passé vendredi?
Vendredi, nous avons commencé la séance. Nous avons fait l'évaluation sur les mesures d'apaisement parce qu'on n'arrivait pas à s'accorder sur les chiffres. Vous savez que nous étions dans une dimension de 50-52. Le gouvernement avait annoncé un chiffre de 42 qui était encore détenu dans le cadre dont nous parlons. Alors il fallait confronter les chiffres, peut-être même croiser les listes pour savoir exactement quel est le chiffre exact. Donc, si moi j'additionne, suivant les explications que le ministre de la Justice nous a données la dernière fois, si j'additionne en attendant qu'un document officiel du gouvernement ne sorte, si j'additionne, on devait être à 44. Donc 40 qui sont encore poursuivis en ce moment, dont 6 à Lomé, 12 moins 2 à Sokodé et 24 à Mango, parce que nous avons été informés qu'il y a 2 mineurs qui sont aussi poursuivis, qui ont été mis en liberté, je crois, le jour même, le vendredi même où on travaillait. Ils ont été mis en liberté. Donc, en soustrayant tout ça, le chiffre fait finalement 40, plus 4 qui sont en correctionnel, dont le procès, je crois, devait être appelé le jeudi dernier, si mes souvenirs sont bons, et qui devait bénéficier de quelque chose ce jeudi dernier-là. Malheureusement, le procès a été renvoyé sous quinzaine. Donc, du coup, si on additionne Zuma Zumaro, à leur niveau, ça devait être 44. Mais si c'est 44 ou c'est 50, nous devons encore croiser les listes pour voir exactement combien de détenus il y a encore. Donc, il y a cette évaluation à faire. Et puis, cette évaluation faite maintenant, comment on fait? Comment on fait pour la libération du reste des prisonniers? Apparemment, ce dans quoi le gouvernement est, c'est qu'il y a des poursuites contre ces gens-là. Et si on veut procéder comme on a fait pour les 35 plus 6, si on voulait procéder comme ça, il fallait laisser la procédure judiciaire aller le conclure rapidement et puis prendre une mesure de grâce comme les 35 là pour pouvoir permettre de les libérer. Donc, il est question encore de dispositions techniques et juridiques à prendre. Mais nous avons été heureux de comprendre que le président Nana et l'équipe de facilitation a rappelé à nous tous que cette question-là, c'est une question politique qui doit être réglée de manière politique. Si nous-mêmes avons intitulé dans tous nos documents et sommes d'accord sur le thème mesures d'apaisement et de confiance, ça veut dire qu'on est dans une situation dans le pays où il faut évaluer le niveau de la crise et savoir des mesures dynamiques à prendre pour pouvoir faire tomber la tension. Donc, ce devait être des mesures politiques. La question doit être vue d'un point de vue politique. Donc, mission a été donnée que le gouvernement puisse rapidement nous situer sur les dispositions politiques qu'elle est prête à prendre pour que cette question soit résolue avant qu'on ne retourne la prochaine fois dans la salle. Donc, pour nous, dans nos têtes, au niveau de la coalition, pour qu'on puisse se retrouver la prochaine fois, il faut que cette question soit réglée. Mais voilà, simplement à vous comprendre, c'est que vendredi, vous vous êtes retrouvés et vous avez discuté uniquement que des questions liées à la libération des personnes détenues. Non, on a discuté de toutes les mesures d'apaisement. Lorsque nos grands frères sont quittés lundi, ils ont fait le point sur les mesures d'apaisement qui restaient. Donc, sur ces mesures d'apaisement, on est passé sur toutes ces mesures d'apaisement en dehors de ces personnes détenues dont nous parlons. Il y a la levée de l'état de siège de fait des villes de Sokolé, de Bafilo et de Mango. Le gouvernement continue de mentionner que des gens circulent maintenant à Mango, on n'a qu'à aller à Sokodé, le marché s'anime et que c'est les troupes des grands jours, donc dans leur tête et tout se passe en fait normalement. Ils ont évoqué la question des deux armes qu'ils prétendent être encore en circulation. Nous, on ne sait pas où c'est parce que ce n'est pas un dossier qu'on connaît assez. Ils l'évoquent encore. Donc, mais ils disent qu'il y a de la circulation et que ce n'est pas en fait un état de siège qui est à Sokolé.
Donc, nous attendons d'avoir des réponses concrètes pour qu'on sache quelles mesures nous devons prendre pour aller tester. Parce que le dire aussi, ça ne suffit pas. Si vraiment il y a la liberté de manifester à Sokode et à Mango, il faut qu'on aille tester pour voir effectivement qu'il n'y a plus de problème. Parce que plusieurs de nos demandes de manifestation dans le passé avaient été rejetées. Et puis, il y a la levée des poursuites contre des responsables politiques. Vous savez, il y a une affaire Targone, où on avait levé l'immunité parlementaire de Targone et on lui a retiré son passeport diplomatique qu'il n'a pas retrouvé à ce jour. Donc il est question que tout soit mis en œuvre, que notre cher collègue qui n'a rien fait puisse retrouver son passeport et que son immunité puisse être retrouvée. Et puis, je crois que personne n'est tranquille, surtout le président ghanéen n'est pas tranquille s'il y a encore des réfugiés sur son territoire. Il y a encore des réfugiés togolais là-bas. Donc il faut mettre un accent particulier sur la question des réfugiés. La question des réfugiés n'est pas une question qui se règle de manière brute, mais il doit y avoir une action politique concrète et des mouvements assez concrets qu'on constate sur le retour des réfugiés. Donc tout ça en fait est dans la balance et s'il y a la bonne volonté, les preuves devaient en être données afin qu'on puisse se retrouver rapidement la prochaine fois. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que quand vous évoquez les mesures d'apaisement, et vous venez de dire qu'il faudrait tester éventuellement Mango, Sokode et peut-être Bafilo, comment est-ce qu'on pouvait faire ces tests-là si dans le même temps il est dit que durant la période des discussions, toutes les manifestations devaient être suspendues? Oui, mais ça c'est pour les deux protagonistes. C'est pour les deux protagonistes. Il se pourrait que dans les prochains jours, comme on est à un point politique maintenant, pour l'affaire de la fermeture de LCF par exemple, que vous les journalistes vous décidiez d'aller faire un meeting à Sokode, il se pourrait aussi que d'autres organisations de la société civile ou d'autres partis, vous savez, nous on est des protagonistes en conflit et on essaye de régler la crise. Bon, mais vous savez que ce que vous dites, c'est compliqué. Si c'est d'autres qui doivent aller tester Sokode Mango pour que vous constatiez, finalement, c'est un peu compliqué. Oui, mais le constat doit être au moins fait. Au moins, il y a une possibilité que le constat soit fait. Nous savons qu'il y a un blocus sur ces territoires aujourd'hui. L'essentiel, c'est que demain, il y ait une manifestation. Ils ont dit, ils interdisent de manifestation de foule. Manifestation de foule, ils entendent marche ou meeting. Il suffit que une ou des organisations aillent faire des meetings à Mango ou à Sokode demain et qu'on sache que vraiment ces villes sont réouvertes. Il faut tester les choses de la manière la plus simple. Et les armes qu'on a, on ne peut utiliser que les armes qu'on a, non? On ne peut pas aller chercher autre chose. Donc si ces questions ne sont pas totalement vidées, vous ne discuterez pas d'autres points inscrits à l'agenda de ce dialogue. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas une question qu'on ne discutera pas d'autres points. La dernière fois qu'on a discuté des mesures d'apaisement, on a abordé un second point qui est la question du rétablissement de la Constitution de 92. Et je ne vous apprends rien, c'est RFI qui, je crois, le samedi matin, a évoqué des informations reçues de la part de l'autre côté, du côté du pouvoir, et qui dit, je ne sais pas si je me souviens de la phrase exacte, qu'ils exigent, ils n'acceptent pas que nous excluions, en tout cas que l'opposition veuille exclure fort des élections de 2020. Voilà ce que le samedi matin, ce qui est sorti du reportage de RFI. Donc voilà leur façon de transmettre la chose au public. Donc lorsque nous avions fini, nous avions évolué sur les questions des mesures d'apaisement, on a abordé la question de la Constitution de 1992. Ça ne s'est pas bloqué. C'est-à-dire que le fait, c'est quoi? Lorsqu'il y a un processus en cours, comme lundi, vous savez, ils ont abordé la question des mesures d'apaisement. Rien n'a été réglé. Vous avez vu, à un certain moment, les journalistes étaient là et c'est sorti sur les réseaux sociaux que des ministres sont sortis, ont pris la direction de la présidente de la République. Et moi, je n'étais pas dans la salle le lundi. J'y étais le vendredi. Le lundi, j'étais dans la salle attenante. Et donc, c'est des journalistes que j'ai appris que le président Nana aussi était sorti et a pris la direction de la présidente de la République. Pendant qu'un processus est en cours, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qui se rédigent, il y a des dispositions qui vont être prises et que nous sommes assis, on discute. Naturellement qu'on ne peut pas bloquer et dire non, on s'assoit là, on met la main au menton, on se regarde et c'est quand le document va venir que non.
le document, le lundi, nous l'avons appris quand? Le mardi matin. Ils l'ont donné à la presse internationale et le mardi matin de bonne heure, nous l'avons appris. Nous avons tous regardé la TVT à 20h, rien. La TVT à 22h30, rien. Et pourtant, les nôtres ont discuté le lundi là, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h25. Vous vous souvenez? Donc, à partir du moment où un processus est en cours, on sait qu'ils sont en cours de faire quelque chose de concret, on peut aborder un autre sujet. Mais si on a l'impression qu'ils bloquent sur le point préliminaire, naturellement que vous ne pouvez pas nous demander de continuer la discussion. Donc aujourd'hui, tout le monde parle de blocage. Le blocage, c'est à quel niveau exactement? C'est sur la question du retour à la Constitution de 92, avec ses implications, comme vous le dites? Effectivement, mais c'est ce qu'eux-mêmes ont fait évoquer par RFI. C'est là où ça bloque. Non, mais en fait, pourquoi vous parlez de RFI? Puisque, en fait, RFI a donné éventuellement, n'a donné qu'une information. Oui, non, je le dis parce que, vous savez, nous avons une discipline lors de ce dialogue. Vous avez vu, j'étais au comité préparatoire avec M. Éric Dupuis et M. Urodipa Tchatchikpi, et vous avez vu comment nous nous sommes comportés pendant le comité préparatoire. On a défini des règles et nous nous sommes concernés, nous sommes arrêtés à ces règles-là, notamment qu'on communique dans le sens de communiqués qui sont sortis du dialogue et dans un certain ordre. Donc c'est pour ça que je dis que la question est dans le public. On est obligé de le discuter. Je suis obligé aussi d'en faire part. Mais c'est que la question est sortie par les médias internationaux. Et vous le savez, ce n'est pas nous qui l'évoquons en premier. La question est sortie dans les médias internationaux. Et on est obligé d'en discuter. Donc, c'est sur les implications de la Constitution de 92 que c'est bloqué pour le moment. Il y a eu déjà cette semaine tout ce débat autour de la présence des médias à vos discussions. À un moment donné, certains médias avaient été acceptés à assister à une partie des échanges, notamment à la cérémonie officielle. Et quelle est la situation en réalité? Pourquoi est-ce que vous avez décidé, sans doute, je ne sais pas si c'est au comité préparatoire que vous l'avez décidé, à ce que certains médias puissent participer ou bien regarder, ou bien suivre une partie de la cérémonie et que d'autres soient mis carrément dehors? Non, en fait, la cérémonie d'ouverture était ouverte à tout le monde. Hein. Moi, je n'ai pas su qu'il y a certains médias qui étaient restés dehors. Je ne l'ai pas su du tout. En fait, pour nous, la cérémonie d'ouverture devait être une cérémonie ouverte au public, puisqu'on a invité des personnalités de la société civile, on a invité des anciens premiers ministres, on a invité des ambassadeurs, on a invité des religieux, les évêques étaient venus, des pasteurs étaient venus, l'Union musulmane était là. Donc, la cérémonie solennelle d'ouverture était une cérémonie publique. Nous n'avions dit à aucun moment des travaux qu'on devait sélectionner les journalistes qui devaient venir. Maintenant, pour les discussions proprement dites, naturellement, nous ne sommes pas à une conférence nationale, on est dans une négociation. 3, 4 personnes d'un côté ou 7 personnes d'un côté et de l'autre, enfermées dans une salle. Donc là, normalement, c'est quand on sort de la salle, finalement, qu'on décide de la manière de communiquer avec les médias. Mais la cérémonie d'ouverture était prévue pour être ouverte à tous. Vous aviez dit tantôt que le Ghana est parti, et le président du Ghana, et qu'il va sans doute avoir à discuter depuis Accra avec soit une délégation ou des délégations des deux partis. Ils peuvent éventuellement aussi envoyer des émissaires sur place ici. Est-ce que ce n'est pas des pressions supplémentaires sur les épaules des délégués à la discussion ou aux discussions qui se passent ici? Oui, mais naturellement, la pression est de tous côtés. Hein. La pression est forte. Surtout que le Ghana, ou bien les Ghanéens ont aussi l'agenda propre à eux. Tout à fait, vous avez raison. À partir du moment où il y a un autre pays qui vient nous aider, lui aussi, il a ses missions régaliennes, il a son agenda, il a ses rendez-vous à l'extérieur. Moi, j'ai appris quand il est parti qu'il y a un certain nombre de rendez-vous à l'extérieur pour lui, en Europe, etc. Donc, naturellement, que ça agit sur les travaux. C'est ça la situation difficile dans laquelle nous sommes, mais on était arrivé à un point où voilà la solution qu'on est allé nous chercher, et je crois que c'est tant mieux, en tout cas pour le moment, parce qu'il était arrivé un moment où c'était difficile, en tout cas. Si ça devait être fait, si nous-mêmes on pouvait le faire, on devait le faire depuis. On ne va pas attendre que les gens viennent nous mettre à table. Voilà. C'est dommage que pour régler des problèmes, pour régler les questions de mesures d'apaisement, tout ça, que ce soit
des présidents étrangers comme la Guinée qui viennent avant que notre gouvernement n'accepte de bouger. Ça, je ne sais pas dans quelle dimension d'état psychologique ils sont, mais c'est ce que nous constatons tous. Au chevet du Togo, il y a donc la Guinée, il y a aussi le Ghana, mais visiblement vendredi, avant même que la reprise ne soit faite, plusieurs voix se sont élevées pour exprimer le pessimisme quant à un éventuel succès des discussions en cours, y compris un de vos camarades ou bien de vos amis directement du net. Et beaucoup de doutes de ce qui se passe à la tête de février, que visiblement pas grand-chose ne sortirait de ces assises-là, que éventuellement on irait à un blocage. Est-ce que finalement ils n'ont pas raison, vu que déjà vous avez des difficultés? Peut-être que les gens que vous évoquez, parce que les éléments qui foisonnent sur les réseaux ont toujours une source, hein, ça part de quelque part. Peut-être que les gens que vous évoquez, ils sont très informés, ils ont des entrées dans les palais de ceux qui étaient décidés à venir bloquer le vendredi. Donc à partir du moment qu'ils ont leur entrée, naturellement que les informations qu'ils ramènent sur le réseau, que ça crée du pessimisme. Voilà, vous-même vous l'avez évoqué. Donc ils doivent savoir, puisque les travaux du lundi s'étaient bien déroulés, on ne pouvait pas déterminer des travaux du lundi quelque chose qui pouvait présager de l'arrêt des travaux le vendredi. Alors, il y a eu mardi, mercredi, jeudi. Si à la veille de vendredi, des éléments ont commencé par fuser sur les réseaux sociaux, annonçant du pessimisme, disant qu'on va avoir du blocage vendredi, avec des personnalités que vous-même vous avez citées, probablement qu'ils ont des entrées, et ils ont leurs petites entrées dans les palais de ceux qui ont bloqué les travaux, et à partir de ce moment-là, on peut comprendre, on peut faire la liaison facilement. Je ne sais pas si ceux qui expriment leurs doutes ont des entrées dans les palais, mais quand on regarde les positions, puisqu'ils se fondent sur les positions sont lesquelles? Au niveau de l'opposition, vous réclamez le retour à la Constitution de 92 avec toutes les implications, ces implications qui vont éventuellement à un départ immédiat ou non, peut-être en 2020, du chef de l'État actuel pour qu'il ne se présente pas. Et de l'autre côté, vous savez qu'à UNI, on brandit le fait que le champion doit être encore là en 2020. Oui, donc, mais, il est facile de faire des analyses. Oui, mais Pierrot, la revendication est la même depuis le début des manifestations. Depuis le 19, la revendication était la même. Et pourtant, les Togolais étaient accrochés à ce dialogue. Nous avons fait le comité préparatoire et les gens ont croisé les droits au niveau du comité préparatoire. Et moi-même, j'ai vu les manifestations de joie, les manifestations de félicitations que les gens ont exprimées après le comité préparatoire. C'est ça, moi, qui m'a montré l'ampleur de l'espoir que les Togolais plaçaient à ce que nous faisions dans la salle. Alors, si ça a été là depuis 6 mois et pourtant le dialogue a commencé, pourquoi le jeudi ou même le mercredi vers la nuit, des gens vont commencer par répondre dans les réseaux sociaux que le vendredi, le facilitateur pourrait revenir et les travaux pourraient reprendre pour ne pas durer? C'est que ces gens ont des entrées quelque part. C'est que quelque part, des gens leur ont dit, si nous disons ça, s'ils disent ça, nous on va bloquer. Mais c'est-à-dire que vous voulez voir comme si vous ne voulez pas voir. Donc essayons tous de ne pas voir. Mais je dis, tel que les choses ont été annoncées sur les réseaux sociaux, c'est que certains ont des entrées dans les palais de ceux qui avaient prévu bloquer. Voilà. Au départ, il n'y avait pas ce blocage. C'était lundi, on a vu, c'était cette embellie qui s'est emparée de l'hôtel de février avec des personnalités. Certains, on les a plus vus publiquement depuis quelque temps. Je veux parler par exemple de Pascal Bodiona. On a vu l'ancien Premier ministre Kofigo, on a vu Eden Kodio. Oui, c'était beau. Et les Togolais avaient beaucoup d'espoir. Racontez-nous un peu, puisque nous on n'était pas à la tête de février, et ce lundi-là, racontez-nous un peu comment c'était. Non, mais c'était... Vous avez raison, c'était en fait... c'était beau, et au-delà des protagonistes qui étaient là, tous les autres exprimaient la volonté de réussir. En tout cas, l'interpellation constante de tout le monde, et des évêques, et des pasteurs, et à chaque fois que vous les croisez, les chefs traditionnels qui étaient là, l'ancien Premier ministre Kofigo, l'ancien Premier ministre Edem Kodjo, toutes ces personnes qui étaient là, en tout cas dans les couloirs, ils vous prennent et ils vous disent que c'est la dernière chance, qu'il faut tout faire
pour que ce dialogue-là n'échoue plus. Donc c'était ça l'ambiance au niveau de la salle. Et voilà, ça donnait un certain espoir. Et puis, le président Nana, qui a été sublime dans son intervention, hein, il s'est comporté comme un Togolais, il n'a pas manqué, hein, il a dit que, voilà, que le Togo, c'est un pays frère, et qu'il est venu, il n'a pas de parti pris, mais il faut savoir que lorsqu'il y a des problèmes ici, et que des réfugiés vont au Ghana, c'est que le Ghana est concerné. De la même façon, s'il y a des problèmes au Ghana, le Togo sera concerné, et qu'il est concerné à plus d'un titre, et qu'il est prêt à œuvrer pour que nous puissions arriver à un compromis qui satisfasse tout le monde. Donc, à la cérémonie d'ouverture, l'ambiance était bonne et nous avons été séduits surtout par le discours de Nana qu'il a fait pour une partie en anglais et puis après il a laissé le papier de côté et il a poursuivi son discours en français pour terminer en français. Non, c'était quelque chose d'assez solennel. Oui, sur ce côté-là, quand vous évoquez Nana qui passe de l'anglais au français, et dans certains milieux, il y avait eu des doutes sur la facilitation ghanéenne dans un pays francophone comme le Togo, ou éventuellement des difficultés de transcription ou des difficultés de comment on dit ça, oui, quand d'interprétation pouvait peut-être induire la facilitation ou vice-versa, ceux qui participent en erreur. Problème à ce niveau. Non, l'interprétariat est à un très bon niveau, vraiment excellent au niveau de la salle, mais aussi le président Nana n'a pas l'habitude de prendre son écouteur. En fait, quand nous parlons en français, il nous suit, il nous répond en anglais, mais il ne prend pas souvent son écouteur quand nous exprimons en français, quels que soient les thèmes juridiques, politiques que nous pouvons évoquer. Non, souvent il comprend, et puis il y a l'ambassadeur OCI aussi à ses côtés, qui parle de manière excellente le français. Donc, avec ces éléments-là, oui, peut-être il y aurait eu quelques difficultés si le facilitateur principal ne comprend pas le français et il devait s'arrêter surtout. Mais là, non, nous n'avons même pas l'impression dans la salle que c'est un anglophone qui dirige les travaux. Je rappelle que vous, Jean Kissi, vous avez fait partie du comité préparatoire de ces assises et au final, vous avez prévu 10 jours de dialogue. En fait, et beaucoup n'ont pas compris. Expliquez-nous ce que c'est, les 10 jours. Non, c'est vrai que nous croyions au moment où nous discutions au niveau du comité préparatoire que, en fait, comme le gouvernement l'avait fait le 7 décembre, vous vous souvenez, les premières mesures d'apaisement avaient commencé le 7 décembre, où le gouvernement avait fait une conférence de presse. Et puis personne ne s'y attendait, et le lendemain, ils ont libéré les 2 imams. Après, ils ont libéré un certain nombre de personnes. Donc, nous avions cru qu'à partir du moment où le communiqué des facilitateurs, le premier là qui était sorti début janvier, je crois le 2 février, début février, le 2 février était sorti, jusqu'à ce que les travaux ne commencent le 15, qu'il va y avoir une avancée sur les mesures d'apaisement. Voilà, donc nous avions cru que toutes les mesures d'apaisement allaient être satisfaites. Nous nous retrouvons le 15, nous en faisons l'évaluation, et puis on peut aborder les sujets proprement dits. Donc, dans ces conditions, on a cru qu'en 10 jours, vraiment, on aurait pu finir donc, le dialogue. C'est ça le délai que nous avons donné. Mais vous savez que dans tout dialogue, le délai est toujours un délai indicatif. Et puis nous avons mis environ. C'est un délai indicatif. Finalement, c'est le cours des événements. Nous sommes en politique. C'est le cours des événements qui détermine la durée. On ne peut pas se laisser bloquer dans une durée. La date que nous avons donnée, c'était une date indicative. Et c'était dans le souci que le premier jour, on allait dire mesure d'apaisement, là c'est fait, on laisse ça de côté et on s'attaque aux travaux. Oui, en fait, il y a une compréhension que certains Togolais ont eue de ces 10 jours. Vous allez, vous discutez durant 10 jours et puis à la fin, vous sortez quelque chose pour les Togolais. Mais visiblement, là, vous avez discuté lundi et puis vous avez discuté vendredi. Est-ce que ça fait 2 jours de discussion ou ça fait déjà 5 jours de discussion? Non, ce n'est pas en ces termes qu'il faut les compter. Ce n'est pas une question de comptabilité. En fait, c'est une question de savoir quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que cela va finir.
En réalité, si en ce début des travaux, en abordant des questions principales et difficiles, le président Nana n'avait pas, et ce qui est bien d'ailleurs, n'avait pas exigé à présider les travaux lui-même, peut-être on aurait fait 4-5 jours d'affilée. Il aurait pu ouvrir, conduire une partie des travaux, laisser le ministre Kandapa continuer et puis revenir après. Mais il y a un certain nombre de points essentiels sur lesquels lui-même il a voulu agir, il a voulu veiller à ce que cela soit réglé. Donc ce n'est pas une question d'addition du nombre de jours, c'est une question de durée. Ça veut dire que ça a commencé quand et nous verrons tous ça a fini quand. Vous vous souvenez pour l'accord politique global aussi, je crois qu'il y avait 2 semaines qui avaient été prévues, mais finalement ça a duré 1 mois ou 1 mois, 10 jours, un truc comme ça. Donc avant qu'on aille d'ailleurs à Ouaga, donc voilà, il faut s'inscrire dans la durée et non à compter les jours. On a fait 2 jours de travaux, il reste 8 jours. Non, ce n'est pas ça. Retournons aux mesures d'accompagnement, puisque là, sur les chiffres liés aux libérations des personnes, il y a toujours une confusion. En fait, les chiffres que nous, on a, c'est 35 manifestants libérés, et puis, puis 7 issus des incendies des marchés, ce qui fait 42. En réalité, vous aviez dit entre-temps, vous avez parlé de 44. Et il y a un problème avec les chiffres. Comment est-ce qu'on va pouvoir régler définitivement cette autre question-là? Puisque quelque part, dans la tête des journalistes, des observateurs, il y a visiblement un flou. Non, les 44 dont j'ai parlé, c'est les détenus qui restent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut considérer ce qui a été fait dans la nuit du lundi à mardi. Donc ceux qui ont été déjà libérés. Ça, c'est un autre chiffre. Par rapport, lorsque nous sommes retrouvés le vendredi, ceux qui restent encore détenus. Alors, pour la nuit du lundi à mardi, il y a 35 qui ont été libérés, et puis 6 des incendies. 6 ou 7 6 des incendies. Parce que il y avait, au niveau du point où nous avons fait sur les incendies, un nom qui s'est glissé, un certain Pogo. Mais il n'a pas été arrêté dans le cadre des incendies. Il a été arrêté dans le cadre des manifestations des étudiants à une autre époque là. Donc il y a eu une confusion à ce niveau. Au niveau de la clarification du dossier pour libérer les gens, il s'est fait que le nom que nous avions mis là, ils ont relevé que non, il ne fait pas partie des détenus dans les incendies. Donc ça fait le nombre est 6. Et ils nous ont dit le chiffre 45 qui était sorti, en fait ce n'était pas 45, que c'était 35, que le décret prévoyait et que ce n'était pas erreur de chiffre que 45 était sorti. Donc, ceux qui ont été libérés dans le courant des travaux du lundi, c'est 35 au niveau des détenus, et puis 6 dans les incendies de marché, ça fait 41. Donc ça, il faut le laisser de côté. C'est déjà fait. Maintenant, notre comptabilité ensemble avec croisé sur les détentions encore, ceux qui restent encore en détention. C'est d'eux que nous parlons. Donc, ceux qui restent encore en détention, c'est à ce niveau que le gouvernement nous fait le chiffre de 42 plus 4. Mais dès 42, le jour même où nous travaillons, il y avait 2 mineurs dedans et ces 2 mineurs ont été libérés. C'est l'information qui a été donnée et constatée même qu'ils ont été libérés à Sokolé. Donc, il reste 40, plus les 4 qui sont en correctionnel. Donc, pour pouvoir faire la différence entre les 50 que nous mentionnons et les 44, là, si on devait les comptabiliser, il faut croiser les listes pour pouvoir savoir exactement. Donc, ce sera fait c'est en cours dans les jours que nous traversons. On a entendu parler de détenus, de 92 détenus. Visiblement, le flou persiste parce que même si on additionnait les chiffres que vous venez de donner, on n'atteindrait pas les 100. Oui, le flou continue de persister. C'est pour ça qu'on devait croiser nos listes. On avait... comment dirais-je, on avait avant un chiffre de 92, plus pour nous les 7 détenus des incendies. Il s'est fait aujourd'hui que c'était 6. Voilà. Mais ils ont dit il y a certaines personnes là qui n'ont pas été arrêtées dans le cadre des manifestations. Donc, je crois qu'il nous faut laisser croiser les listes. Aujourd'hui, si vous additionnez les choses, les 41 qui ont été déjà libérés, plus les 2 mineurs qui ont été libérés, ça fait 43. Plus les 44 mentionnés, à leur niveau, on devait être dans un chiffre de 87. Voilà. Et nous, on devait être dans un chiffre qui tourne encore autour des 92. Nous avions besoin de croiser les listes.
Parce qu'il faut avoir les précisions sur qui n'est pas dedans ou quels sont les noms que nous avons confondus, etc. Il faut croiser les listes et savoir. Il y a un cas qui préoccupe notamment, et c'est celui des membres de l'association Mbweke. Visiblement, pourquoi le cas retient autant l'attention? On parle de procédures criminelles. Oui, parce que c'est des organisations de la société civile. Des organisations de la société civile qui luttent pour les droits de l'homme, lorsque dans le cadre des manifestations comme ça, on va les prendre, vous comprenez que c'est des cas qui suscitent nécessairement l'attention, parce que toutes les organisations de la société civile au niveau international aussi se lèvent pour soutenir ce cas-là, pour chercher à comprendre exactement. Et apparemment, ce qui leur est reproché aujourd'hui, leurs avocats ne se connaissent pas dans ce qui leur est reproché, et les différentes organisations qui travaillent sur le dossier ne sont pas d'accord avec les chefs d'accusation qu'on essaye de leur coller. Donc c'est naturellement que ça soulève l'attention. Vous savez, la société civile aussi est mobilisée et elle est à pied d'œuvre sur cette question-là. C'est tout à fait naturel. Est-ce que vous avez espoir qu'il sera libéré sitôt? Il faut qu'il soit libéré. C'est-à-dire que moi, ça fait quelques jours que je dis, il y a des mots qui, dans la situation politique, je ne les utilise plus autant dans mon vocabulaire. Est-ce que vous avez l'espoir? Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous croyez? Je ne suis plus dans l'église dans cette question-là. Non, non, je suis un combattant déterminé. Pour nous, nous savons que nous allons lutter et obtenir leur libération. Je suis dans cet état d'esprit-là. Totalement dans cet état d'esprit. Ce n'est pas une question espoir, etc. Non, c'est une question, nous sommes dans un combat. Malheureusement, moi je vais vous poser une question qui porte allez-y. malheureusement sur cet espoir-là. Est-ce qu'il y a de l'espoir, vu les dispositions dans lesquelles vous êtes au niveau de l'opposition, vu les dispositions dans lesquelles ils sont les représentants du pouvoir à ces discussions? Est-ce que vous pensez que la fumée blanche sortirait de l'hôtel de février? Nous sommes déterminés. C'est-à-dire que le mot que je peux vous utiliser, c'est que nous sommes déterminés. Et nous allons conclure cette lutte. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que lorsque le point sur lequel, ou l'expression sur laquelle il faut pouvoir jauger les gens, c'est lorsqu'on parle de mesures d'apaisement et de confiance. Nous avons accepté le vocable mesure d'apaisement. C'est eux qui ont ajouté de confiance. Alors le mot est fort. Si on parle de mesures d'apaisement et de confiance, ça veut dire que chacun est prêt à mettre tout en œuvre pour que ces questions soient réglées sans qu'on aille à des confrontations. Et s'ils sont vraiment dans cette dimension, alors naturellement que cette lutte ne peut que aboutir pour le bien de tous. C'est-à-dire qu'on aura un résultat rassurant pour nous tous, rassurant pour eux aussi, mais rassurant pour nous aussi. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on est. Mais avec ça, nous devons demeurer vigilants, nous devons demeurer mobilisés. C'est dans cet état d'esprit que moi je suis. Dans un instant, les auditeurs vont vous poser des questions, mais au niveau de l'opposition, quels sont les points sur lesquels vous êtes prêts à faire des concessions? Je crois que nous avons déjà fait assez de concessions. Sur le principal, nous avons déjà fait assez de concessions. Lorsque vous avez une constitution que le peuple a adoptée à 98%, qui est un socle, un monument historique pour vous, qui consacre un sacrement, comme la phrase qui dit « en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats ». Et que dans cette situation-là, il y a une dynastie qui est là, un régime qui est là de père en fils, et qui est encore en train de faire le 3e mandat, qui est le mandat de trop. Je crois que nous avons fait assez de concessions. Vous ne voyez pas que c'est déjà beaucoup de concessions, les 3 ans que M. Faure est en train de faire, en plus des 10 ans qu'il a déjà passé à la tête d'État, et dont la source n'était même pas une source électorale, parce qu'il faut savoir que tout ça a commencé avec un coup de force militaire habillé d'un processus parlementaire. Nous avons fait assez de concessions. Nous croyons que c'est à eux maintenant de faire des concessions. Selon vous, ça. Nous allons donc... selon le peuple. Nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir dans cette émission comme c'est de tradition. Et ils vont vous poser leurs questions à eux sur 2 numéros, 22 46 19 05 et 96 50 34 37. Nous allons donc commencer par insérer les auditeurs. Allô?
Oui, bonjour, on vous appelle comment? Oui, à Ivy, vous nous appelez d'où? Oui, à Ivy, vous êtes en direct, allez-y. Bonjour, mon cher. Choisir leur candidat, ou bien vous voulez choisir le candidat d'un autre parti pour la présidentielle, notamment parti unique. Que répondez-vous? Merci, je peux y aller? Oui, allez. Oui. Monsieur Aïvi, merci. Je souhaite que vous puissiez vous départir de cette notion que un certain nombre de pseudo-juristes ont envie de vous mettre dans la tête. Vous savez, moi je ne discute pas, j'aime pas discuter dans une situation aussi grave de choses qui sont ridicules. Je ne sais pas quelle matière du droit s'appelle rétroactivité de la loi. Je ne sais pas. Peut-être nos étudiants qui sont dans les universités vont m'informer. La rétroactivité, je la connais en physique. Je ne sais pas quelle matière du droit veut dire rétroactivité. Je sais tout simplement que la loi est d'application immédiate. Ça, au moins, je le sais. Et la question, c'est de savoir, la loi que nous avons prise au Togo interdit que l'on puisse faire 2 mandats. Nous ne taxons personne. Notre question n'est pas là. Notre question, c'est une question de droit et de loi, tout simplement. Ramenons notre constitution de 92. Si on ramène la constitution de 92, on verra les implications. Si quelqu'un se sent avoir déjà fait 2 mandats, lui-même, il n'a qu'à savoir dans sa tête la concession qu'il est en mesure de demander au peuple. Ce n'est pas à nous qu'il va venir demander ça. Donc, je trouve que le débat sur une prétendue rétroactivité est un débat ridicule. Laissez-le aux physiciens. Balao, deuxième auditeur. Bonjour. Oui, bonjour Pierrot. On vous appelle comment? Francis. Oui, allez-y. Merci, je voudrais saluer l'honorable Sophie. Je voudrais simplement savoir, demander à ce que la constitution de 1992 revienne. Est-ce que ce n'est pas en effet de remettre en cause toutes les décisions de la justice qui ont existé depuis 2012, à savoir eux-mêmes le Parlement de l'Université? Et comment serait le pays? Le président de l'Assemblée qui devait assumer l'intérim n'existe plus. Le président qui a un camp. Oui, et la fin de votre intervention, on ne l'a pas, mais on a quand même compris l'essentiel de votre intervention. Est-ce qu'on se dirigerait vers un chaos si éventuellement on devrait faire renaître dans le présent la Constitution de 92 ans? Non, pas du tout. Ça aussi, c'est un discours que les gens essaient de faire passer ces derniers temps. Ça n'a rien à voir. Alors, vous savez, eux-mêmes, ils ont tenté de faire revenir 2 articles et demi qui sont dans la Constitution de 92. Vous vous souvenez? La loi qu'ils ont introduit, le projet de loi qu'ils ont introduit à l'Assemblée nationale en septembre. Est-ce qu'ils n'ont pas ramené des dispositions de la Constitution de 92? Pourquoi ça ne créerait pas un chaos lorsque eux ils le ramènent? Et c'est lorsque on ramène ce que le peuple demande, les 47 autres articles qui ont été modifiés, que ça va mettre le pays dans le chaos. Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, ça va... Vous savez, les Togolais sont dans un état psychologique aujourd'hui. Demandez dans quel état psychologique les Togolais sont et pourquoi, sur toute l'étendue du territoire, ils sont dans la rue. C'est que la Constitution de 92 est le ciment qui est venu gommer 25 ans d'histoire dramatique que ce Togo a connu. Et cette Constitution de 92 avait 2 socles. Il y avait 2 choses essentielles dans tout l'esprit de la Constitution de 92. Ce que les Togolais voulaient à travers cette Constitution, c'est qu'ils voulaient régler la question de la longévité au pouvoir. C'était le premier socle de la Constitution de 92. De régler la question de la longévité au pouvoir. Et puis, la deuxième préoccupation qui a animé ceux qui ont conçu la Constitution de 92, ceux qui l'ont expliqué, le peuple qui l'a adopté, c'est d'éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'une certaine personne. C'est les 2 questions que la Constitution de 92 a voulu régler. Mais c'est parce que cette Constitution a été gommée, tripatouillée, enlevée, que nous connaissons les problèmes d'aujourd'hui. Si on le ramène, le Togo connaîtra une vie heureuse. Je vous dis, qu'on dise demain, on est ramené rien que la disposition, en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats.
vous verrez les éclatements de joie dans les rues de Lomé. Vous verrez les applaudissements. Vous verrez les klaxons de moto dans la ville de Lomé. Vous saurez que les Togolais sont disposés à se relancer dans l'avenir avec joie. Donc moi, je crois que c'est une fausse histoire que les gens essaient de vendre en disant que si on ramenait la condition de 92, ça ramenait le chaos. Il n'y a rien de plus simple et de plus positif dans la vie de notre pays. Troisième auditeur, allô? Bonjour. Pelé. Oui, votre question? Bonjour, monsieur Pelé. Pour moi, j'ai eu un petit là. En 2005, l'élection présidentielle, le cas a appelé à voter contre la autre manière. On a appelé au boycott. On a appelé au boycott. Retournez à vos journaux. Donc, utilisons les bons termes et on peut discuter. C'est pourquoi je dis d'une autre manière. Bon, ça c'est du passé. Dans les questions, c'est que, au temps-là, Madame Elisabeth Amegani a dit qu'elle, à partir d'aujourd'hui, l'ANC va combattre le cas pour finir. Aujourd'hui, le cas et l'ANC sont ensemble pour combattre finir. Aujourd'hui, quelle est l'atmosphère qui est entre vous là-bas? Parce que c'est une inquiétude. Bien, merci, cher ami, on a compris votre question. Merci, cher ami. C'est une très bonne question. L'atmosphère est très bon enfant, hein, très, très fraternelle entre nous. Et c'est ça l'essentiel, c'est que dans les affaires politiques, il faut toujours se retrouver sur des valeurs et non sur des questions de personnes, et non sur des positionnements tactiques. Nous avons la chance de retrouver ça. Vous savez, depuis le début de cette lutte-là, les gens continuent de dire que ce qui dérange le pouvoir en place, c'est essentiellement notre union. Et le schéma sur lequel ils ont travaillé, c'est qu'ils ont tout mis en œuvre pour nous diviser. Ils n'ont pas pu. Et c'est pour ça que la lutte a pu tenir. Quand vous dites que nous sommes contre l'unir, vous savez, nous, notre disposition, nous avons l'habitude de dire quelque chose au quart, laissez-moi revenir au quart un peu, que le socle de notre politique, de notre orientation politique, c'est Jésus va chez Zachée. Cette expression voulait tout simplement dire que quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, la dimension, l'allure, le combat à mener vers lui, ce n'est pas de l'exterminer, mais c'est de l'amener à changer. Donc c'est ce que nous voulons. Si unir arrivait à changer de dimension et n'arrive pas à nous imposer toutes les années, malgré l'expression en aucun cas dans la Constitution, que c'est un père et son fils, que eux ils vont toujours nous imposer au Togo par la fraude électorale, si un jour ils changent, vous saurez que ce jour-là, nous pourrons tous nous jeter au cou, unir ANC, CAR, PNP, nous nous jetterons tous au cou et puis nous pourrons construire ce pays. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Comment vous vouliez-vous que les Sud-Africains, les gens de l'ANC puissent accepter qu'on continue l'apartheid et qu'à partir de ça, ils puissent se jeter au cou? Mais à partir du moment où Frédéric Declercq a accepté de changer et d'aller à l'encontre des gens de l'ANC, demander là, et de pouvoir changer le pays, vous avez vu comment ils ont pu évoluer ensemble. Ils ont même pu appartenir pendant près de 7 ans au même gouvernement. Voilà un peu l'esprit dans lequel nous évoluons. Ce n'est pas être contre l'ANC ou l'unir, ou bien vouloir faire quelque chose à l'unir, mais la dimension, c'est le changement. Et le changement de tous, le changement du système. Si unir change demain, nous aurons un autre Togo. Mais s'ils veulent continuer à nous imposer un seul homme, et puis, ce n'est même plus une question de famille, hein. C'est de père en fils, c'est un père et son fils, quoi. Parce que même en considérant Bacha en prison, vous comprenez que même si un autre frère a envie de prendre le pouvoir, on le met en prison. Donc, en fait, c'est mon père a pris, il m'a donné. Moi, quand je vais finir, je donnerai à mon fils. À partir du moment où on continue de nous imposer ça, nous sommes toujours dans la dimension du combat pour libérer ce pays. Quatrième auditeur. Allô? Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Oui, c'est ma personne qui m'a été motivée. Oui, votre question? Monsieur Sodinet. Je salue également l'honorable député. Merci, salut à vous. Bon, honorable, Oui, nous, les Togolais, nous étions vraiment contents quand la réunion vraiment était
commencé. Et voilà, un jour, 2 jours, c'est fini. On a commencé à avoir des blocages. Donc, vous avez commencé à peine, on a appelé une réunion de la CTAO à Accra. On ne sait pas si les présidents se sont entendus là-bas pour faire bloquer le voilà. Mais ce que nous parlons, est-ce que vous ne pas laisser les mesures d'apaisement de côté, continuer à faire les vraies discussions, c'est-à-dire le retour de la Constitution de 1992, les partis, leur CNC, il faut essayer de négocier tout ça. Bien. On ne peut pas aller comme ça. S'il y a un blocage actuellement, Papa Sadine, Papa Sadine, merci pour votre intervention. Sur sa proposition, Oui. par rapport à vos réclamations, est-ce que vous avez, je l'ai demandé tantôt, est-ce que vous avez des points éventuellement à gommer sur votre agenda? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas été clair. S'il dit les partis qui leur font peur, on n'a qu'à négocier dessus et puis permettre d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire, la partie qui leur fait peur? Eh oui, c'est lui ne peut faire. Vous le savez. Oui, mais non. En aucun cas, lui ne peut faire plus de deux mandats. Oui, mais comment voulez-vous? Oui, mais en fait, c'est sa proposition. Oui, mais monsieur Pierrot, est-ce que, franchement, UNIR n'a plus quelqu'un d'autre à proposer pour être candidat? Même on peut le prendre au niveau du clan. Ils peuvent, au niveau du clan, prendre quelqu'un d'autre. UNIR n'a pas quelqu'un d'autre à proposer comme candidat pour ce pays. Et qu'on va dire non, c'est la même personne qu'on va nous imposer. Et lui aussi, il doit rester au pouvoir à vie avant. Non, quand même. On est le seul pays de la sous-région. C'est-à-dire que j'ai l'impression, le fait même de pouvoir évoquer ça, qu'on doit faire une concession sur ça, ça me brise le cœur. Ça me met, je ne sais pas dans quel état je dois dire. On est le seul État de l'Afrique de l'Ouest à ne jamais avoir connu d'alternance à la tête de l'État. Et à la place, on a une dynastie qui se passe de père en fils. Quand le père décède, les militaires ont placé le fils à la place. Et on est dans ce scénario jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, une grande partie de l'armée est en train de se républicaniser, mais il y a quelque part où on veut encore garder l'appareil et on veut garder le même système et on veut nous faire croire que c'est ceux-ci qui veulent que celui-là puisse rester là-bas. Mais quand même, vous savez... En dehors de Fogna Singbe. J'ai des jeunes amis qui aujourd'hui sur WhatsApp, ils ont une expression un peu de quand même. Faisons un peu de fiction. Vous êtes au niveau de l'opposition. Faites une proposition éventuellement à UNI. Qui peut être le prochain candidat si éventuellement vous envoyez? Puisque au niveau de UNI, leur candidat, eux, c'est Fogna Singbe. Visiblement, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous avez d'autres noms? Mais Pierrot, vous posez la question avec un visage tel qu'on a l'impression que vous-même, vous ne croyez plus qu'il y a quelqu'un de capable qui peut aussi diriger le pays. Moi, je pose juste une question. Ah bon, l'air sérieux avec lequel vous avez... Non, en fait, je pose la question parce que ça fait des années que ce débat est en train d'être mené et qu'au niveau de UNI, on a les mêmes réponses. Visiblement, un peu comme si à UNI, il n'y a pas d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Donc, si vous envoyez, vous, éventuellement, citez un nom. Mais ce n'est pas nous qui allons leur proposer un candidat. Imaginez que je vienne ici... Ça veut dire que c'est difficile. Non, moi je vois des gens valables au niveau par exemple de UNIR qui peuvent être candidats. Mais par exemple c'est pas à moi. Peut-être, vous savez comment ce système fonctionne. Non. Ce que nous faisons là, ça peut amener quelque chose. Est-ce que Gilbert Barra, il peut être candidat? Mais il suffit que je vous dise que tel peut être candidat et qu'on commence par faire des enquêtes autour de lui. Vous ne savez pas comment le système fonctionne. Mais ce qu'on a là, c'est de la dictature pure. C'est le système autocratique qui est ici, là. On surveille tout le monde. Et tout le monde surveille tout le monde. On te demande de surveiller celui-ci, l'autre te surveille, etc. Vous allez... Mais si vous êtes ami à des gens dans l'armée aujourd'hui, dans la police, vous savez que l'état général de ces gens-là, c'est qu'eux aussi savent que ça suffit. Mais ils ne peuvent pas le dire. Bien, merci. On a compris que vous avez des difficultés à avancer un nom. Donc, pour l'instant, c'est le seul nom qui reste, c'est celui de Fogna Singbe. Éventuellement, en attendant que vous-même, d'ici la fin de cette émission, un nom éventuellement ne vous vienne à l'esprit. Allô? Non, mais il y a plein de gens capables. Hein? Mais vous avez refusé d'en citer. Oui, allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, quelle était votre question?
Oui, bonjour, monsieur Appelleté. Est-ce que les retombées de ce fameux dialogue seront toujours respectées par le pouvoir? Deuxième question. Et si jamais ce dialogue n'aboutit pas à des conclusions, est-ce que vous prévoyez le mettre pour les 14 parties de la coalition? Bien, merci. C'est la première question, c'est de savoir si les retombées éventuelles de cet accord pourront être mises en œuvre. Moi, je crois qu'il y a une chose. C'est le peuple qui a mené sa lutte et c'est le peuple qui veille à ses acquis et qui doit sauvegarder ses acquis. Je crois que cette dimension doit rester là jusqu'à ce que nous allions à l'alternance. Si les gens ont l'impression aujourd'hui que nous avons mené ce combat ensemble et qu'arrivé à un niveau, maintenant c'est bon, on peut croiser les bras, il faut laisser le combat aux politiques, on se tromperait énormément. Je crois que la vigilance et le travail de tout un chacun, la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation financière, tout ça doit rester jusqu'à ce que nous puissions arriver à l'alternance. Donc, en fait, pour vous, pour nous, c'est nous, le peuple, ensemble, la garantie de respect de tout ce qui va sortir de ce dialogue. Et tout ce que nous allons connaître, que ce soit ce qui va sortir du dialogue, que ces à côté que nous avons besoin de maintenir jusqu'à avoir l'alternance, je crois que c'est vous qui en êtes la garantie, c'est nous. Je dis vous et nous, donc je dis le peuple ensemble, dont nous faisons partie de mobilisés, qui devrions en faire partie. La deuxième partie de la question, c'est quelle va être la suite si éventuellement 2 février ne marchait pas? Oui, et ça, tout le monde le redoute. Tout le monde le redoute. Le président Nana disait la dernière fois qu'on avait l'obligation de trouver une solution pour sortir de là. Sinon, les lendemains vont être douloureux pour le Togo. Et je crois qu'il a trouvé le mot exact. Nous devons faire très attention. Et voilà, est-ce que il faut prédire, il faut être pessimiste, il faut prédire. Non, je ne vais pas venir ici pour commencer par prédire le mal ou prédire l'échec. Je considère qu'il faut mieux que nous restions dans la dynamique dans laquelle nous sommes. Mais ce que je sais et que je peux dire, que j'écoute, que j'entends dire, c'est que dans cette série où nous sommes, nous ne sortirons plus avec le statu quo. On ne sortira pas de cette situation-là avec le statu quo. Ça, en aucun cas. Ça, au moins, je le sais. Bien. Un autre auditeur. Le 6e, allô? Oui, bonjour. Bonjour Pierrot, c'est M. Lawson, Casablanca. Oui, Lawson, allez-y. Oui, je salue votre invité. Bonjour, mon cher. À travers lui, tout le peuple togolais. Merci. Dans toute cette dimension. Tout à l'heure, Pierrot, vous leur demandez ici pourquoi ils n'acceptent pas le choix du président de se former. Ce n'est pas l'opposition qui refuse ça, c'est le bon sens. Vous savez, il y a ce que les Anglais appellent le common sense, le bon sens. Ils sont des êtres humains qui pensent que tout nous partageons de nous. Et lorsqu'on dit que eux-mêmes sont pratiquement d'accord, puisqu'ils ont présenté une loi où ils acceptent qu'on ne fera que 2 mandats au pouvoir, et que quelqu'un qui a déjà fait le tour, qui est même dans le 3e, et qui veut encore remplir, où est le bon sens dans tout cela? Je crois que lorsqu'ils parlent d'un champion, de leur champion, on a besoin d'un champion national. Vous savez, lorsque les éperviers gagnent, tout le peuple est Togolais en lien. Mais lorsqu'un corps blanc gagne, c'est leur supporter. Nous avons besoin d'un champion national pour le Togo. Le chef de l'État n'a qu'à se faire violent. Parce que sa participation constitue un grand danger pour le Togo. Ça veut dire que les gens sont sortis pour rien, ils sont allés en prison pour rien, il y en a qui en sont morts pour rien. Non. Bien, merci. Le chef de l'État n'a qu'à faire violence. C'est en fait ce qu'on peut retenir, se faire violence, c'est ce qu'on retient de l'intervention de Lawson depuis Casablanca. Est-ce que vous le voyez dans cette posture-là? Parce que le chef de l'État, il suit ce qui se passe dans le pays, il intervient de temps en temps. Est-ce que de ces interventions, vous décryptez l'attitude de quelqu'un qui, éventuellement, voudrait demain déclarer « oui, je vous ai compris ».
il est de son intérêt et il doit en être capable. J'ai déjà dit, il a besoin de prouver aux Togolais qu'il est un homme d'État. Et il doit en être capable. C'est vrai que, personnellement, je peux en douter si j'entends tout ce qui l'entoure et si je considère des propos. Vous savez, Pierrot, ça m'aurait été facile si, sur ce plateau, on était dans un débat avec quelqu'un d'autre du gouvernement, du côté pouvoir, qui avait participé aux travaux. Parce que il y a des considérations socioculturelles qui ont été évoquées dans la salle la dernière fois, qui ont été choquants et pour moi personnellement même dégoûtants. Je ne voulais pas les évoquer parce que... Mais il faudrait qu'un jour on en discute parce qu'il faudrait nous trouver le temps d'un débat. Moi j'ai envie de leur poser cette question-là lors d'un débat devant le peuple et que le peuple sache. Lorsque on évoque des considérations ethniques pour étayer le fait qu'on ne veuille pas évoluer sur la question de la Constitution de 92, lorsqu'on évoque des craintes claniques pour ne pas évoluer sur cette question, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que ça veut dire que quand vous prenez toutes ces considérations, ces pesanteurs-là, ce n'est même plus la question du chef de l'État. On a l'impression qu'un clan a envie de nous dire « Est-ce que vous êtes prêts à nous garantir tel? Est-ce que vous êtes prêts à nous garantir tel ?» Quand j'ai écouté les propos que j'ai écoutés la dernière fois. Est-ce que ce n'est pas des réalités dont il faudrait tenir compte si éventuellement le Togo devrait passer par là? Oui, mais Pierrot, si vous considérez qu'il faut qu'on en discute, pourquoi on n'a pas évoqué la question jusque maintenant? Nous sommes dans ce processus-là, ça fait des années. L'APG a été signée. Pourquoi ils n'ont pas évoqué lors de l'APG? Si ils ont l'impression que c'est une question ethnique qui pèse sur le Togo, quand on nous évoque par exemple que la constitution de 92 est une constitution contestée et controversée parce que le Haut Conseil de la République qui l'a pris, dans le Haut Conseil de la République, qu'il y avait 79 personnes, dont 52 de la région maritime, essentiellement des lacs. Quand c'est la question qui sous-tend chez eux le socle, qu'ils ne veulent pas évoluer, vous savez, je suis inquiet. C'est des questions graves. Et moi, je ne dis pas qu'on doit en faire des questions tabous, alors que les gens s'ouvrent qu'on en discute. Et que les Togolais participent à ce débat et participent à cette discussion-là. Parce que moi, je croyais qu'il y avait un passé naturellement. Nous savions ce qui s'est passé dans les années 90, 91, nous l'avions tous connu. Après 92, 93, nous avions connu des choses et nous avions connu ce que l'Amnesty International a appelé Togo état de terreur. Mais nous avions cru qu'après l'accord politique global, tout ça fait partie du passé. Et qu'aujourd'hui, on est dans une dimension où on a enterré toutes les dimensions les pesanteurs socio-culturels, les pesanteurs ethniques qui pèsent sur nous. Nous avions cru qu'on les avait enterrés. C'est pour ça que pour les découpages aux législatives et locales, nous avions dit même qu'on peut arriver vers un découpage démographique qui fait en sorte que le nombre de personnes qui représentent un député dans une localité le représente aussi dans l'autre localité. Mais c'est le vendredi que j'ai compris que si tout ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose de profond. Je dis plus profond, ancré dans les gens au plus profond que le cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans notre organisme de plus profond que le cœur, ancré chez eux de plus profond que le cœur et qui bloque. Visiblement, c'est que vous révélez là. Si c'est ça qui bloque, n'en faisons pas un tabou. Ouvrons le débat aux Togolais. Ouvrons le débat et discutons. Peut-être, moi je suis en train d'analyser, peut-être dans les prochains jours, je vais publier une tribune dans laquelle je vais ouvrir le débat. Est-ce qu'il faudrait pas... grave. Oui, là, en fait, ce que vous êtes en train de révéler là, en fait, les Togolais, ils le savent déjà. La question ethnique, clanique, qui minerait quelque part... Et que c'est à cause de ça qu'on ne fera pas telle concession, c'est à cause de ça qu'on rejette tel texte qui est pourtant bon. Mais visiblement, est-ce que cela ne veut pas dire que quelque part, ce que vous êtes en train de faire le 2 février, c'est véritablement un leurre, et que si éventuellement vous en sortez avec une déconclusion, le nœud du problème resterait. C'est pour ça que je dis que vous avez raison qu'il ne faut pas en faire un problème tabou. C'est-à-dire que une dimension chez nous qui aurait voulu que la question soit évoquée, mais qu'on fasse blackout dessus et qu'on n'en discute pas pour trouver des solutions, pour trouver comment rassurer ceux qui ont peur que tout changement pouvait devenir quelque chose d'ethnique contre eux, etc. Je crois qu'il faut peut-être, il faut en tenir compte. Mais alors, il faut que la question vienne vraiment en débat et que le débat soit public. Il faut que les Togolais sachent aussi. Je ne sais pas pourquoi ça a été caché
Jusque maintenant, à plusieurs reprises. Vous vous souvenez que dans plusieurs dialogues, dans plusieurs débats, les gens ont l'habitude de demander au pouvoir quelles sont les garanties que vous croyez qu'on puisse vous offrir pour que vous acceptez que le processus démocratique puisse suivre son cours aussi au Togo. Jamais aucune réponse n'a été donnée. Maintenant, si la question est posée, il faut la poser ouvertement et qu'on puisse en discuter. Un autre auditeur, allô? Bonjour. C'est? Pelé. Oui, votre deuxième question? La CENI. Oui, la CENI est en train de préparer les prochaines élections, en fait, à ce que je sache. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est, je crois que le lundi, lors des débats, nous avons posé la question. Parce que le gouvernement avait continué à insister que nous puissions suspendre les manifestations pendant le déroulement du dialogue. Et que ça soit fait à la suite des mesures d'apaisement. Nous avons insisté à dire que les mesures d'apaisement, les personnes qui sont arrêtées ne sont pas liées au contenu des manifestations. Parce que vous ne pouvez accepter que quelqu'un donne quelque chose que si c'est à cause de ça que c'est fait. Les manifestations sont faites pour le retour de la Constitution de 92, pour un avenir démocratique, un processus normal. Donc, on ne peut pas nous dire de suspendre quand pendant les manifestations, on arrête des gens, on nous les redonne, on les arrête illégalement, on nous les redonne, que c'est ça qui doit faire qu'on doit suspendre les manifestations. Alors, nous avons aussi évoqué tout processus qui est engagé unilatéralement, il faut que le processus soit suspendu. Si on veut que nous puissions respecter ensemble un cessez-le-feu ou bien un cessez-le-marche, un cessez-le-manifestation pendant le déroulement du dialogue, alors il faut la suspension de tout processus engagé unilatéralement. Nous l'avons demandé, ils ont dit dans le communiqué qu'ils vont le considérer. J'ai le communiqué encore avec moi en anglais. Je crois que c'est de ça qu'ils parlent. Donc si c'est de ça qu'ils parlent, voilà un peu la façon dont la question a été traitée le lundi. Et nous espérons que ça va être respecté. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, Taoufik, allez-y. Je pense que depuis le 19 août, le président Ghana a fait des déplacements au Togo. Mais le chef de l'État du Togo n'a pas rencontré les 14 parties de discussion. C'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il ne serait pas bien de vous demander une rencontre avec le chef de l'État avant la prochaine législation? Puisque ils sont en train de vous dire que le chef de l'État, ils sont en train de défendre qui doit encore participer à beaucoup d'élections. Mais le chef de l'État n'a pas encore dit ouvertement qui va faire en 2020. C'est d'autres personnes qui partent à sa place. Il ne serait pas bien que vous le rencontrez pour que lui-même puisse donner des appels partout. Bien, merci. Merci, Taoufik, pour la proposition. Jean Kissi, quelle est votre réaction sur sa proposition? Non, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de la coalition qui refuserait de rencontrer le chef de l'État. Mais ce serait maladroit qu'on sorte du processus en cours pour vouloir initier un processus parallèle de rencontre avec le chef de l'État. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours dit que depuis le début, que le président guinéen et le président ghanéen venaient ici, ou nous appelaient à Accra ou en Guinée pour nous consulter, c'est le dialogue qui a déjà commencé. Un dialogue, ce n'est pas seulement le jour où vous êtes assis autour de la table. À partir du moment où il y a quelqu'un au milieu de vous qui appelle un camp qui le consulte et appelle l'autre camp qui le consulte, c'est déjà les négociations qui sont en cours. Donc, ce serait maladroit de notre niveau maintenant de sortir de ce processus et initier, nous, au niveau de la coalition des 14, un processus parallèle pour aller rencontrer le chef de l'État. Mais s'il le faut, on peut demander à Nana qu'on veut le voir lui-même. Nous faisons partie de ceux qui ont exprimé la volonté qu'il faut que le chef de l'État aussi soit au dialogue. Vous vous souvenez, dans les médias, nous l'avons exprimé à plusieurs reprises, dans des conférences de presse, que le chef de l'État doit être au dialogue. Mais on ne peut pas le lui imposer parce que dans un dialogue, dans une négociation, vous ne pouvez pas imposer aux autres le contenu de leur délégation autant qu'ils ne peuvent pas vous imposer le contenu de leur délégation. Mais si le moment arrive et qu'on trouve ça nécessaire et que le président Nana peut faire le pas, pourquoi pas? Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, mon cher.
Ah. Et allez-y. Problème ethnique. Avant cela, on a appris aussi qu'il a dit qu'il ne faut pas prendre le pouvoir. Tout cela doit vous expliquer quand même. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais plus si vous allez encore vous accrocher aux conservations juridiques. Tout ça a été balayé par le chef de l'État. C'est-à-dire que tout ce qui le vaut comme alibi, c'est du flou. Ça, tout le monde le sait. Le problème de fond, c'est le problème technique, c'est le problème de garder le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je pense que, parce que sur le terrain juridique, vous pouvez là. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, bien, merci. Merci, M. Maglo. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand vous avez commencé, je croyais qu'il y avait un truc sur lequel vous n'étiez pas d'accord avec moi. Non, je suis d'accord avec vous. Que s'il dit que, en tout cas, il laisse entendre que c'est l'armée qui lui interdit de quitter le pouvoir. Moi, je sais pas, l'armée, c'est qui? C'est qui se sont regroupés pour lui dire, lui ne va pas quitter le pouvoir. Vous croyez qu'il n'y a pas de gens dans l'armée qui, eux aussi, quand ils se débarrasseront de leurs habits demain, ont envie d'être président et se sentent la capacité d'être président? Vous croyez qu'il n'y a pas de gens parmi eux qui pensent aussi que leur petit frère ou leur grand frère peut aussi devenir président du Togo? Ça, c'est des arguments que on invente. Vous savez, tout ça, c'est les ingrédients de la dictature, hein. Le fait que de temps en temps, on fait semblant qu'il y a un coup d'État et puis voilà, on essaie de le mater, ou bien on fait semblant que on fait prononcer l'armée alors que c'est une seule personne qui a écrit un texte. Notre armée. Est-ce qu'il y a eu un test par rapport à cette histoire qui circule depuis quelques jours? Non, moi je parle de manière générale. Par rapport à cette histoire, non. Cette histoire, je l'ai déjà évoquée. Mais il faut savoir que la dernière fois, il y a eu une sortie des forces armées où ils ont fait, comment on appelle, leur exercice annuel, où ils ont dit ils soutiennent la politique du chef de l'État. Et voilà, et ça m'est tendu vers l'opposition. Donc vous savez qu'il n'y a pas longtemps aussi, c'était au sein des forces armées, comme s'il était habillé en treillis, que depuis Témédia, le chef de l'État nous a adressé des menaces. Donc c'est tout ce cadre général que j'essaie de rassembler pour dire que non, ça, c'est une manœuvre de la dictature. On le connaît sous d'autres cieux. Vous prenez tous les petits livres sur la dictature, vous les voyez dedans. Ce que je redoute et ce qui m'a choqué, c'est la dimension et la manière dont ça a été exprimé, avec des documents à l'appui, la dimension ethnique, la dimension socio-ethnique qui est derrière et qui même, qui même être évoqué. Non, la dernière fois, nous avons eu à revoir, à réapprendre la liste des membres du Haut Conseil de la République où on voulait nous démontrer par preuve que c'était... Vous revenez sur cette... C'est ça que Maglo exprime. C'est ce que Maglo exprime. Maglo exprime le fait que on dit qu'il y a une information qui dit que c'est l'armée qui lui a dit de ne pas quitter et que lui-même a dit à un certain moment que son père lui a dit de ne pas quitter le pouvoir. Voilà, il parle de cette dimension qui entoure la personne et qui fait que juridiquement, si nous invoquons même des arguments juridiques, ça ne lui fera rien parce que le socle sur lequel la personne même se base, ce n'est pas un socle juridique. C'est ça que je suis en train d'exprimer, que les posanteurs socio-culturels et socio-ethniques qui ont été évoqués la dernière fois sont aussi un élément aggravant dans ce qui a été évoqué. Face à tout ça, en fait, la question de Maglo, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Mais Pierrot, qu'est-ce qu'on peut faire autre que ce qu'on fait? C'est la mobilisation populaire. Bien, merci. Nous allons permettre à un autre auditeur d'intervenir. Allô? Allô? L'auditeur, est-ce qu'on l'a? En fait, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Bozambo. Oui, votre question? Bonjour, M. Bozambo. Ok. J'aimerais poser quelques questions. Oui. Est-ce que dans votre statut de député, il y avait la statut de l'ancien président au Togo? Est-ce que vous avez fait ça pendant votre mandat? Est-ce qu'il y en a au Togo? C'est ça
Bien, merci. Non, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait, mais pour nous, au niveau de la coalition, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation, mais c'est une question qui est inhérente au dialogue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller prendre le seul sujet du statut des anciens présidents de la République et le sortir de tout ce que nous faisons, puisqu'il y a une revendication essentielle sur la table. Cette revendication essentielle, c'est le retour de la Constitution de 92. Ça, c'est un truc, c'est un socle, c'est un élément concret que les Togolais voulaient qu'on leur ramène parce qu'ils n'ont jamais voté que pour ça. Si on fait ça, en étudiant les conséquences, naturellement que va se poser la question des statuts des anciens chefs d'État. S'il n'y a pas un statut des anciens chefs d'État, mais nous voulons qu'il y ait des anciens chefs d'État au Togo, nous aurions été maladroits de ne pas en prévoir. Donc naturellement, cette question va être évoquée et cette question va être à l'ordre du jour si on arrive à avancer. Mais nous ne l'avons pas fait pendant notre législature. L'homme dont le fauteuil est au cœur de la crise s'appelle Faure Gnassingbé. Cette semaine, il était à Djagbé, une localité située près de Lomé. La semaine d'avant, il était à Veta. Il faut dire que depuis le mois d'août, le chef de l'État il fait beaucoup de descentes sur le terrain. Il inaugure, il lance des chantiers. Est-ce qu'on peut conclure que finalement, c'est des réponses que le chef de l'État envoie aux populations du Togo, qu'ils se préoccupent de leur vie de tous les jours? Pour moi, c'est des promesses que les médias essaient de rendre mirobolantes. Moi, je ne vois pas grand-chose dans que font les ce médias qu'ils dans ça? sont Qu'est-ce que en les train de médias... faire. Mais en fait, le chef de l'État, il lance des chantiers, les médias en parlent, Et tout dans simplement. ce chantier, pour le projet d'aménagement de la plaine de Djagbé, en réalité, un maire aurait pu aller lancer ce projet-là. On n'a pas besoin d'un chef d'État pour créer 700 emplois, c'est ça qu'on dit. Et c'est ça qu'un maire aurait pu. Si le pays fonctionne normalement, un maire aurait pu lancer ce projet-là. Le jour où nous aurons des maires qui seront issus de l'opposition, nous lancerons des projets plus gros que ce que vous voyez là. Franchement. Non, mais arrêtons. Non, mais en fait, pour vous, c'est un comme si- non-événement. Mais comment S'il y a un maire, c'est lui qui devait lancer Mais ce projet. justement. Circuler dans les autres pays et voyez ce qui se passe. Vous savez, Puisqu'on n'a pas les de gens ont maire, l'impression puisqu'on n'a pas non, de parce que maire élu. oui, mais parce qu'on veut nous vendre. Vous savez, quand vous avez des médiocres, ils ont envie de vous vendre le minimum qu'ils sont en train de faire ou un petit truc, ils ont envie de le vendre en gros. Vous savez, quelquefois même. Qui est médiocre? Hein? Qui est médiocre? Non, le pouvoir que nous avons, la gouvernance que nous avons au Togo est médiocre. Mais j'ai dit c'est une gouvernance calamiteuse. Et surtout le gouvernement qui est en place. Je n'ai pas cessé depuis le premier jour de sa mise en place de dire que c'est de la calamité ce gouvernement qui est en place. Mais vous avez vu tout ce que j'ai fait dans le projet, dans la route Lomé-Vaughan-Enfoy. C'est-à-dire que, mais est-ce que vous croyez qu'en France, on serait arrivé à rire ou à sourire du fait qu'on met 26 milliards dans un projet et les 26 milliards ont disparu pendant que les Togolais sont dans la misère? La France, c'est pas trop loin. La France, Oui, mais c'est trop loin. Disons le Ghana. La France, c'est la France. Voilà, disons le Ghana à côté ici. Mais allez voir au Ghana. Vous savez, quand les Togolais vont au Ghana, la sympathie que les Togolais font naître de la part des étrangers, elle est restée, elle est demeurée. Les Togolais, c'est un peuple très aimé. Hein. Quand vous allez, vous dites que vous êtes Togolais, on vous fait confiance tout de suite. Mais les grands projets internationaux qui auraient pu venir ne viennent pas parce que nous sommes dans une situation politique. On nous bloque dans cette situation-là et le projet ne vient pas. Le peuple est dans la misère. Les syndicats sont dans la rue. La STT est aujourd'hui dans la rue. Les enseignants sont dans la rue. On ne leur fait rien. Et puis, on vient inaugurer avec tapis rouge un projet dans la brousse. Et puis, voilà, c'est le chef de l'État lui-même qui y va. Non, moi, je n'arrive plus à donner mon appréciation à ça. Vous savez pourquoi? Il y a un élément qui m'a choqué. Il y a un élément qui m'a choqué il y a quelques mois. Il y a un cinéma qui est construit là-bas, là, en gris et en rouge, là, que vous voyez, que le chef de l'État est allé inaugurer. Mais c'est se moquer de nous. C'est se moquer de nous. Ceux qui ont construit ce cinéma, vous avez vu les cinémas qu'ils ont construits ailleurs? Ils croient que c'est ça que les Togolais méritent. Ce truc-là où on a mis ce qu'on prend pour construire les maisons, là, le 15-15, là. Ils n'ont même pas fait de jardin autour, ils n'ont même pas fait, ils ont mis du 15-15 en poussière qu'ils ont mis tout autour, du gris qu'ils ont monté, alors qu'en Europe, on ne veut plus du gris. Du gris qu'ils ont monté là-bas, et puis ils ont dit, voilà, et c'est ça que notre chef d'État va inaugurer.
Mais vous avez vu ailleurs, là, c'est les choses qu'on Donc tout cela, les gens. pour vous, ne répond pas au mandat Non. dissocial. Non. C'est-à-dire que l'argent que le contribuable togolais arrive à fournir, ce que le contribuable togolais arrive à donner à l'État togolais, ce qu'on réalise avec est très en deçà. C'est ça, c'est là où il se pose la question. Il faut comparer ce qui se passe ici chez nous et des pays qui ont le même statut que nous, comme le Sénégal, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, dans des dimensions divergentes, mais qui ont un peu la même allure que nous. Il faut constater ce qui se fait. Et puis constater maintenant les efforts que les Togolais font, parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, aucun n'a planté un arbre sur lequel ils cueillent l'argent. C'est l'argent des contribuables togolais. Ce que le contribuable togolais met dans la cagnotte pour construire ce pays, vous pouvez dire que ce qu'on fait dans ce pays-là, ça arrive même au minimum de ce que le Togolais donne. Non, mais on ne peut pas nous dire d'applaudir lorsque le Togolais fait le sacrifice. On ne dit pas qu'il n'aurait pas dû. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas un sujet qui doit relever du fait que nous venons en discuter. Donc on ne doit même pas en parler. Oh, mais c'est du... Pour vous, c'est... Non, pour moi, c'est banal. C'est un chien écrasé. C'est banal. C'est rien du tout. C'est banal. Est-ce que c'est la même chose par rapport à la pharmacie? Ce pays regorge de richesse, quoi. Le Togo est un pays potentiellement riche. Et quand on vient inaugurer des choses comme ça, taper rouge dans la brousse, non. Nous sommes capables de plus que ça. Mais longtemps, on a dit que cette région-là est délaissée. Et les premières tentatives, vous les critiquez, là, visiblement. Je ne critique pas les premières tentatives. Je ne critique pas les premières tentatives. Peut-être que le chef de l'État, avec sa présence, voulait donner une certaine dimension. Mais je dis, il voulait peut-être donner une certaine dimension à ce qui va se faire. On monte la chose comme si c'est une grosse montagne qu'on dépose et qui va... Non, mais c'est trop. Et puis, vous savez, ils sont dans la dimension de la communication médiatique des pays soviétiques. Mais en fait, un régime ici, c'est le Togo. Ce n'est pas l'Union soviétique. Oh, ouais, mais c'est ça. C'est dans ça ils sont. C'est-à-dire que on a le mérite d'aller inaugurer les projets en grande pompe qu'on ne termine pas. Mais monsieur Pierrot, qui est-ce qui vous dit qu'on va terminer ce projet-là? Non, mais ça, je ne sais pas. Je vais vous poser une question. Alors, ce n'est pas les inaugurations des projets ou les poses de première pierre que les peuples ont envie de voir. Les peuples ont envie de voir la réalisation du projet, de pouvoir en profiter. Je rappelle que vous êtes député de Vaughan et que la route qui passe justement dans cette région-là fait polémique. Vous étiez hier encore dans la région. Quelle est la dernière situation de cette route qui passe de Lomé jusqu'à Vaughan pour aboutir à Mfoin? Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. C'est le blackout. Ils ont essayé de faire la partie qui quitte Saint-Joseph là, mais à l'intérieur, ça n'évolue toujours pas. Et vous savez, la dimension qu'il y a sur ça, c'est que quand cette route est délaissée, ça veut dire qu'il y a d'autres routes qui vont être utilisées. Parce qu'il y a la route passant par Anéro qui est faite, il y a la route qui passant par Tchévier, Tablibo qui est faite, qui arrive de l'autre côté. Ça veut dire que dans l'état psychologique des gens, les gens vont être beaucoup plus enclins à prendre ces routes-là. Et ça veut dire que... Est-ce que c'est fait sciemment? Je ne sais pas. Okay. Ça veut dire même que les gens vont commencer à vouloir acheter des terrains, c'est vers là. Des gens qui sont sur cette route-là vont vouloir aller acheter le terrain là-bas parce qu'en allant, ils voient les terres, etc. C'est comme ça qu'on détruit une région. Mais en fait, j'espère que la région de Vaughan ne sera pas détruite. Dernière question, on vous a vu il n'y a pas très longtemps à la plage de Lomé en tenue de sport, pratiquant le foot-golf. On n'entend plus parler de ce projet. Que devient-il? Non, je crois que la situation politique aussi est passée par là. Ça pèse trop. La situation togolaise, elle est trop lourde. Mais je crois que on doit faire ce sacrifice-là aussi. On doit arriver à se départir de ces pesanteurs politiques-là et à côté de ce que nous faisons. Parce que notre santé passe aussi par là. Et à côté, je crois que le projet foot-golf va être repris. Quelquefois, souvent, c'est le sport qui est le ciment des gens. C'est-à-dire que des gens qui sont même en conflit arrivent au moins à se retrouver sur le terrain de sport et à faire quelque chose ensemble. Je crois que le projet va être relancé. On va demander au président de relancer le projet. Je ferai cet acte personnellement dès le début de la semaine. Merci beaucoup, député Jean Kissi. Je rappelle que vous êtes également secrétaire général du comité d'action pour le renouveau, le CAR. L'émission, elle s'achève. Merci à Venceslas Bouga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atioubé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.